Du coup, effectivement, je m'appelle François-Guillaume Ribro. On vient déjà de dire tout ça. En parallèle, je maintiens des SaaS. Bon, c'est pas grave. Vous pourrez regarder sur Twitter, FG Ribro, vous aurez ces infos là-bas. On va commencer avec un rapide historique. Alors effectivement, qui ici n'a jamais développé une API? Voilà. Ah, si, il y a une personne. Très bien. Du coup, on va faire un rapide historique pour les plus anciens et les plus jeunes. On connaît tous Alan Turing. Alan Turing, il travaillait dans son laboratoire en Angleterre sur les premiers micro-ordinateurs. Et il cherchait quelqu'un à mettre en responsable de sa partie R&D. Et du coup, à l'époque, il y avait quelqu'un qui s'appelle Christopher Strachey. Et Christopher Strachey, c'était un des meilleurs développeurs du laboratoire. Donc il l'a mis en responsable R&D. Et il y a une citation que j'aime bien de Christopher, où il commence en disant qu'il est convaincu que les sciences informatiques vont être une science importante. Alors, il faut mettre ça en parallèle avec les animojis sur iPhone, par exemple, ce qu'il imaginait ça à ce moment-là. Mais il ajoute, il faut surtout qu'on se concentre, qu'on fasse attention et qu'on se concentre sur la recherche des principes fondamentaux, parce qu'actuellement, on ne les connaît pas tous. Donc, il disait ça il y a 50 ans. Et il enchaîne en disant, les universités, plutôt que d'essayer de partager un état de l'art, quel framework utiliser, quel langage utiliser, quel protocole utiliser, en 2019 par exemple, eh bien, devrait se concentrer surtout sur la transmission de ces principes, et en tout cas sur la recherche de ces principes. Et l'objectif de ce talk, c'est non pas de vous parler de tel ou tel protocole, tel ou tel langage de programmation, tel ou tel framework, c'est d'essayer d'exprimer quels sont les principes qui étaient valides il y a 50 ans, qui sont valides maintenant et qui seront valides plus tard, donc des principes intemporels. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en existe. Donc Application Programming Interface, API, dans les années 60, une API, ça consistait à dire j'ai une bibliothèque que je veux mettre dans mon programme, cette bibliothèque me décrit des capacités, et ça c'était l'API, c'était le contrat, l'interface qui me permettait d'avoir ces capacités-là. Dans les années 80-90, on a le début du réseau, donc on a besoin d'exécuter des tâches sur des machines distantes, et donc on veut que cette machine distante me décrive quelles sont les capacités qu'elle a. Et donc c'est là où on a aussi une API. D'ailleurs, on notera qu'on était sur une approche de messaging à l'époque. On voit qu'il y a eu un retour qui se fait de l'industrie aussi là-dessus. Dans les années 2000, tout le monde a entendu parler de Rolf Fielding, qui est l'auteur dans sa thèse chapitre 5 de REST. Alors lui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous parle que le client va devoir choisir la représentation qui l'intéresse. 19 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on ne fait que des API de JSON et qu'on ne fait pas du XML, du CSV ou du XLS. Et puis en 2010, on a un changement aussi, alors c'est environ 2010 hein, bien sûr, mais on a un changement qui s'opère où pendant très longtemps, les API qui étaient développées, c'était pour l'intérieur du système d'information et ça ne sortait pas à l'extérieur. Et on a un changement de mentalité qui est apparu, qui consiste à dire, donc la fameuse citation de Jeff Bezos qui dit à ses ingénieurs, maintenant tout ce que vous faites, ça doit être des API, on doit être capable de les monétiser. Il y a plein d'implications en fait à ça. Et du coup, le fait de dire que maintenant on développe des API publiques, ça veut dire que l'entreprise en profite, mais qu'elle est aussi capable de monétiser ces API-là à l'extérieur. Et donc l'entreprise devient une plateforme. On y reviendra. Et bien sûr, on continue à faire des protocoles RPC hipster. Bon, on revient au sujet. Est-ce que votre API passe le contrôle technique? Est-ce que notre API passe le contrôle technique? Donc le contrôle technique, c'est quoi? Le contrôle technique, c'est 131 points de contrôle. Et si je vous dis, on doit là maintenant mémoriser 131 points de contrôle, on est tous capables de le faire, mais ça va nous prendre un peu de temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé une solution à ça. Ça s'appelle une checklist, et quand on regarde la définition de ce qu'est une checklist, ça permet de compenser les limites de notre attention et de notre mémoire. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de domaines d'ingénierie, qu'on trouve aussi en informatique, et l'objectif d'avoir une checklist quand on développe une API, c'est de voir où est-ce qu'on se trouve. Donc, alors petite parenthèse, au début de cette année, quand j'ai commencé ce talk, j'avais 50 points. Maintenant, là, cette slide n'est pas à jour, il y en a 80 dans la checklist finale, et puis peut-être que dans un an, il y en aura encore plus. Vous l'aurez à la fin de ce talk, il y aura un lien là-dessus. Donc ça, c'est un extrait des différents points qu'on doit retrouver sur une API, et ils sont de tout ordre. Ce n'est pas que des points techniques. La première chose quand on voit ça, c'est qu'on se dit, mais si je dois mettre ça en place dès que je développe une API, ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de choses à mettre en place d'un seul coup.
Et d'ailleurs, on nous dit très souvent, il faut y aller petit pas par petit pas, l'approche MVC, etc. MVP, pardon, etc. Je ne suis pas totalement d'accord. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une autre voie possible. Alors, je vais illustrer ça en disant que ici, vous avez donc tout le monde ici a développé des API, sauf apparemment une personne. Personne n'est né développeur d'API. On a tous fait des API et maintenant, là, tous, on est capable de développer une API assez rapidement. Mais ça, on a été capable de le faire parce qu'on a répété le geste. Et on est capable maintenant, suivant nos différents niveaux, de faire des API plus ou moins complètes. Mais il y a un dernier point que nous donnent les Japonais toujours sur ce proverbe qui est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La traduction japonaise, c'est « il est possible de réciter un sutra sans l'apprendre ». Il est impossible de réciter un sutra sans l'apprendre auparavant. En d'autres termes, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et la première fois qu'on a développé une API, est-ce qu'on savait qu'il fallait mettre en place du système de rate limiting ou de quota, par exemple, sur cette API-là? Normalement, non. Si personne nous l'a dit, on ne pouvait pas le savoir qu'il fallait faire ça. Donc, cette checklist-là, l'important, c'est de voir où est-ce que je me situe sur l'ensemble des choses que je dois prendre en compte quand je développe une API. Et plus je vais faire l'action, plus ça va être facile de mettre ces choses-là en place, parce que je vais avoir ma boîte à outils pour mettre ça en place. Donc, on va commencer le développement d'une API. Et donc là, on est dans l'étape avant le développement. Et bien sûr, comme toute chose, on est dans une pièce blanche, un peu dans Matrix. Notre limite, c'est notre imagination. Et du coup, il faut bien qu'on ait un objectif. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de développer une API? Donc, on vit dans un monde qui est ce qu'il est. Et du coup, l'objectif, c'est souvent des objectifs business. Donc, il va falloir les définir, ces objectifs business. Sinon, ça ne sert à rien de faire l'API. Je ne peux même pas évaluer la validité de ce que j'ai fait. OK. Qui a déjà entendu parler des SLO? Ok, d'accord, très bien. Donc les SLO, c'est les Service Level Objectives. Ça me permet de définir quels vont être les objectifs que ce service doit remplir. Donc pour rappel, un objectif, c'est quelque chose de mesurable sur une période de temps donnée, à partir d'un point, je mesure, et ça dit ce que je mesure. Le fameux principe SMART quand on définit les objectifs. Et avec ces objectifs-là, ça va me permettre aussi de construire des dashboards et forcément de l'alerting pour voir si j'atteins ou pas l'objectif et comment il évolue dans le temps. Donc par exemple, on y revient, tac. J'ai un SaaS qui s'appelle ImageChart qui permet de générer des graphiques. C'est un remplaçant à Google ImageChart, longue histoire. Mais quand je l'ai construit, l'objectif premier, c'était de dire, il y avait une question de performance. Il fallait qu'on puisse générer des graphiques pour les injecter dans des emails, des PDF, etc. Et je voulais que 95% de la latence des requêtes soit inférieure à 400 millisecondes sur un mois, peu importe où je requête ça à travers le monde. Parce que c'était un remplaçant à Google et qu'il fallait trouver il fallait minimum ça comme objectif. Donc ça, c'est mon objectif. Et derrière, on a ce qu'on appelle les indicateurs, donc les Service Level Indicators. Donc ça, c'est finalement les métriques. Les objectifs se basent sur des SLI, des indicateurs. Donc vous avez tous entendu parler des métriques. Donc on a l'erreur ratio, la latence, le nombre de requêtes par seconde, le temps de réponse, etc. Et on a un troisième point qui arrive là-dessus sur les objectifs, c'est qu'est-ce qui se passe quand il est atteint, ou plutôt qu'est-ce qui se passe quand il n'est pas atteint. Et donc c'est là on arrive sur ce qu'on appelle les SLA, les Service Level Agreements. Donc un SLA, ça peut être explicite ou implicite. Prenons l'exemple, qui utilise le Slack, ici, en version payante? Énorme. Si vous utilisez Slack en version payante, il y a un contrat explicite qui est fait entre vous et Slack vous garantit un certain niveau de disponibilité de son service. S'il n'atteint pas ce niveau de disponibilité, cet objectif, ce SLO, eh bien, il s'engage à vous faire une réduction sur le mois suivant pour que vous payiez moins cher. Donc ça, c'est un SLA qui est mis en place entre Slack et vous, et il est explicite. Mais il y a aussi des SLA implicites. Par exemple, Google a des SLA implicites sur son moteur de recherche. On ne gagne pas d'argent si le moteur de recherche de Google tombe. Néanmoins, c'est tellement important pour le business de Google que son moteur de recherche soit disponible, que eux, en interne, ils ont des SLA là-dessus. Alors, beaucoup plus de détails dans le SRE Book, c'est une saine lecture. Donc, on a défini nos objectifs, nos indicateurs.
bien sûr, c'est des choses assez, c'est encore vague, mais on voit que l'API, elle va permettre de résoudre tel et tel objectif. La deuxième chose à faire, c'est de considérer les risques et les problématiques de données. Donc sur les risques, 3 points essentiels en sécu, c'est considérer que quelqu'un va pouvoir accéder à la donnée de manière illégitime. C'est quoi le risque? C'est quoi la vraisemblance que ça arrive? Ou qu'il va pouvoir modifier de la donnée de manière illégitime. Modifier la donnée de manière illégitime, c'est je commence à modifier les données de mon voisin alors que ce n'est pas du tout la même entreprise et que je fais du multitenant. Ou il va être capable de supprimer de la donnée. Donc là, pareil, si en fait ces données-là, je suis en train de faire une API qui me gère tout mon système client et tout mon catalogue client, le risque est plus élevé si je perds tout d'un seul coup. Donc ça va avoir des impacts sur mon architecture logicielle et d'infrastructure. Plutôt d'infrastructure ici. Et puis il y a d'autres points qui arrivent là-dessus. Alors c'est encore plus vrai maintenant avec RGPD. On a des questions à se poser avant de développer le service. Quel type de données je vais gérer? Est-ce que je gère des données à caractère personnel? Est-ce que je note des gens? Est-ce que je gère des données de personnes sensibles, vulnérables? Selon la loi, les personnes vulnérables, c'est les personnes âgées, les handicapés et les enfants. Et si sur ces différentes questions, il y en a une dizaine, la réponse est vraie et oui à 2 de ces questions-là, alors il faut écrire un PIA. Et si vous avez un DPO, c'est ce qu'il vous demande. Parce que ça permet d'identifier au sein d'un système d'information quelles sont les API plus sensibles que d'autres, et plus précisément, quelles sont les API qui gèrent les données plus sensibles que d'autres. Et bien sûr, on arrive maintenant à la fameuse question qui est, je suis sur l'écran en train de faire un nouveau repo, c'est comment je l'appelle? Donc vous connaissez tous cette citation de Phil Carlton. Il y a 2 choses compliquées en informatique, l'invalidation du cache et nommer les choses. L'invalidation du cache, on n'en parlera pas aujourd'hui, quoique on pourra en parler. Mais là, on va se concentrer sur nommer les choses. Donc notre service, si on l'appelle UPS, RCPU, Ghostbusters ou Thanos Service, quoique Thanos Service, on peut penser que Ghostbusters, ça peut marcher aussi. C'est peut-être des sortes de... Ça va lancer des machines virtuelles invisibles sur le réseau. Voilà. On peut imaginer des choses comme ça, mais c'est pas très transparent. On ne voit pas trop à quoi va servir notre API. Alors que si on l'appelle User Preference, c'est transparent. Et là, n'importe qui dans la salle a compris ce que ça faisait, en gros. Et il n'y a pas besoin de lire Clean Code, le bouquin Clean Code ou compagnie. En fait, beaucoup de ces bouquins-là sont des conséquences de l'application de ce principe-là. Le nommage doit être ennuyeux. Ça s'applique du coup au nommage d'un service, mais ça s'applique aussi au nommage de classes, de fonctions, de peu importe le langage de programmation, etc. Ça doit être ennuyeux, ça doit être descriptif et ça doit être transparent. À partir du moment où le nom de mon service est... Alors, donc on oublie tout de suite les abréviations, etc., comme on en voit très souvent dans pas mal de services, ou alors on se fait toutes les constellations ou tous les membres d'Avenger, n'est-ce pas? Et donc l'idée, c'est justement que le nommage soit ennuyeux. Et quand c'est ennuyeux, bah, c'est beaucoup plus simple en fait à raisonner. Donc on a défini le nom de notre service, on va commencer la phase de développement. Et la première chose qu'on va faire, c'est de connecter notre API à un IAM. Qui a déjà entendu parler de ce qu'était un IAM? Ouais, ok, il y a beaucoup plus de monde là. Il y avait une présentation d'ailleurs plus tôt sur le sujet, peut-être qu'il y a un lien là-dessus. En tout cas, l'IAM, ça permet de gérer 3 choses, l'authentification, l'identification, l'autorisation et l'audit. Alors comme beaucoup d'entre vous on sait déjà ce que c'est, je vais passer un peu rapidement sur la suite, mais si on fait une cartographie d'un système d'information, on a toute la partie physique, donc les serveurs, le network, le stockage. Ensuite, on a toute une couche virtuelle. Donc là, on va avoir les machines virtuelles, la gestion logique du réseau. Et c'est ici, donc à une couche très basse dans notre système d'information, qu'on retrouve notamment l'IAM. Donc ce qui va gérer l'accès aux périphériques d'infrastructure, mais aussi aux différents applicatifs et nos utilisateurs. Et pour les plus grosses boîtes, il y a 2 autres briques. La partie billing, donc, que consomme mon applicatif, que consomme mon API vis-à-vis de tout le reste. Et puis le monitoring, on voit bien que le monitoring, c'est quelque chose qui est censé être partagé sur une couche très basse et on n'a pas différentes équipes qui gèrent chacune leur stack de monitoring, tant bien que mal. Puis par-dessus, on a tout un aspect catalogue et enfin, les équipes. Donc là, c'est juste une parenthèse, mais ce qu'on voit, c'est que dans la construction d'une API, il y a une partie qui va être gérée par l'équipe et puis il y a une partie qui est fournie par l'entreprise. Il y a toute une stack, ça peut être, alors là en termes modernes, on dirait ça peut être un cluster Kubernetes qui est géré, voilà, et toute l'équipe va pouvoir envoyer ses applicatifs là-dessus.
Mais ça pourrait être très bien autre chose. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même toute une stack de base qui est fournie à l'ensemble des équipes. Et le rôle des équipes, c'est de se baser sur cette stack-là, d'avoir ces différentes boîtes à outils et de les exploiter. Donc quand une équipe crée une API, eh bien, elle va connecter à un IAM. Et donc là, je prends l'exemple de Keycloak, qui est il y a peut-être une présentation, je n'ai pas vérifié, mais il y a peut-être une présentation là-dessus. Keycloak, c'est un produit open source, développé et maintenu par Red Hat, qui est développé en Java. Et donc ce qu'on a, c'est qu'on a notre client. Vous avez votre API dans votre langage de programmation favori, et ça c'est très important, qu'on ait des briques comme ça qui soient agnostiques, parce que ça tient beaucoup plus dans le temps. Et on a finalement un middleware ou un filter, ça dépend du framework que vous utilisez pour la terminologie, qui va prendre toutes les requêtes qui arrivent, prendre le contexte de cette requête-là, la transférer via le réseau à la brique IAM, donc à cette brique de gestion des accès et de l'identité, qui elle va regarder si la requête est authentifiée, si la token est valide ou n'a pas été révoquée, et puis si aussi il y a des droits d'accès à mettre en place. Est-ce que pour cette requête-là, cette personne-là a le droit de faire cette opération-là? Et le résultat de cette prise de décision va être enregistré dans ce qu'on appelle l'audit. Donc l'audit, c'est juste un log de qui a fait quoi et quand. Ça, c'est très important, l'audit. On le verra après, mais en fait, d'un point de vue sécurité, comme on sait qu'on n'est pas capable de tout anticiper ce qui peut se produire d'un point de vue sécurité, d'un point de vue faille de sécurité, pardon, l'audit, c'est une des choses les plus importantes qu'on ait. Donc si on n'a pas l'audit, en fait, on est aveugle sur ce qui se passe en production. Une réaction qu'on a très souvent quand on parle de ça, en disant qu'il faut qu'une API soit obligatoirement connectée à un IAM, c'est « Ah oui, mais non, moi je suis dans mon réseau, nos API elles communiquent en direct, on n'a pas besoin de mettre en place d'authentification, parce que de toute façon, on a un firewall, ou WAF et autres variations. » Donc en fait, ça, cette explication-là qu'on peut avoir parfois, et cette discussion qu'on peut avoir parfois, c'est un modèle de sécurité qui remonte aux années 90. Donc c'est tout à gauche du graphe, donc c'est ce qu'on appelle la sécurité par périmètre. La sécurité par périmètre, ça consiste à dire, votre système d'information, il est dans un château fort, on a toutes les API qui sont à l'intérieur, et tous les services qui sont à l'intérieur et qui communiquent de manière non authentifiée, et il y a un pont-levis. On a mis des soldats sur le pont-levis, nos visiteurs, utilisateurs passent par le pont-levis, et forcément les pirates, ils vont passer par le pont-levis, ils n'ont pas d'autre moyen. Donc ça, c'est le modèle de pensée des années 90. Dès les années 2000, on commence à avoir le périmètre de ce château fort qui commence à disparaître. Parce qu'on a des briques qu'on va prendre à l'extérieur, donc ces fameux outils SaaS, et puis aussi parce qu'on a nos employés quittent le cœur de l'entreprise pour aller travailler à distance. Donc on a mis en place de VPN, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant qu'attaquant, c'est très intéressant d'arriver à pirater l'ordinateur, de prendre le contrôle d'un ordinateur d'un employé qui a son VPN d'activer, parce qu'en fait, on accède directement à l'intérieur du réseau. Je ne sais pas si vous voyez la métaphore qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que après, ça devient Disneyland s'il n'y a pas d'accès et qu'on peut accéder à toutes les API. Donc ça, c'est dès les années 2000. Et puis après, plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit qu'il nous faut de l'audit et il faut détecter les patterns d'usage incohérents. Donc ces deux modes de fonctionnement, entre 90 et maintenant, dans les années 90, on était en mode Trusted Network, on fait confiance au réseau. D'ailleurs, on peut prendre ça à différents niveaux comme phrase. Et puis maintenant, on est plutôt sur un mode de Untrusted Network. Et que ça soit avec un IAM ou que ça soit maintenant avec des briques qui vont se mettre au-dessus des orchestrateurs comme Kubernetes, comme Istio. Istio, par exemple, il parle de Application Segmentation. Donc on segmente les applications et on est en mode Zero Trust. Je ne fais pas confiance aux autres applications, je dois m'authentifier pour prouver qui je suis. Bien, donc là, on a connecté notre API à l'IAM. La deuxième chose à faire, c'est de gérer l'évolution dans le temps. En fait, c'est très simple de se dire, bah oui, là maintenant, je n'ai pas besoin de gérer le versionning, je verrai ça plus tard. Le problème, et on le verra tout à l'heure, c'est que si on gère ça plus tard et qu'on n'a pas anticipé cette problématique dès le début, ça va nous poser des problèmes de non-compatibilité dans le futur. Donc il y a une problématique de gestion du versionning, du changelog, etc. Bon, alors bonne nouvelle, c'est qu'il y a un standard qui s'appelle Semantic Versioning. Qui n'en a pas entendu parler? Ah, quand même, ok. Eh ben, Semantic Versioning, effectivement, c'est poussé par l'équipe du web, on va dire, les devs web, mais vraiment, c'est assez simple, on parle tous le même langage, donc c'était aussi l'occasion d'en parler. Donc c'est très simple à comprendre, et on sait quand c'est une breaking, quand on va pouvoir upgrade ou pas, en théorie.
Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le conventional commit. Donc ça permet, peu importe le système de gestion de versionning que vous utilisez, dans votre message de commit, vous allez pouvoir avoir un certain format. Et avec ce format-là, on va pouvoir générer un changelog. Alors, ce n'est pas forcément à destination des utilisateurs finaux, mais c'est à destination des autres développeurs qui vont pouvoir voir qu'est-ce qui est breaking, etc. Et même avec ça, on peut automatiquement incrémenter les numéros de version de votre programme. Puis vient la partie versionning de l'API. J'ai un client qui est à l'extérieur, qui va accéder à mon API à travers le réseau. Mon API est codé dans un protocole X, via un protocole X, expose un protocole X. Et donc, le client veut spécifier quelle version il souhaite contacter de mon API. Donc là, ici, on a un exemple avec HTTP, donc à peu près la bonne manière de faire avec le header accept chez GitHub. Si on n'était pas sur du HTTP, il y a plein d'autres manières de faire. On pourrait très bien passer par du DNS, pourquoi pas, avec les hosts. Et puis, il y a aussi, toujours avec du HTTP, par les passes. Donc là, par exemple, l'exemple de Twitter, eux, on peut presque parier quand ils ont fait la V1, ils ne sont pas trop posés la suite de c'est quoi après. Et puis on a Twilio qui a une autre manière de versionner son API, on va voir que c'est aussi intéressant. Et je suis sûr qu'il y a, et encore, ça fait 1 an que je cherche, si vous connaissez une boîte qui fait du versionning par de la query string, ça m'intéresse. Et enfin, il y a Stripe. Alors Stripe, c'est un système de paiement, ça vous permet de gérer des cartes bancaires simplement via API. Il y a plein d'autres équivalents. Mais eux, ils ont résolu le problème depuis très longtemps du versionning des API. Alors, qui ici a déjà eu besoin de maintenir plusieurs versions d'une même API en production? Super. Du coup, on a plusieurs manières de faire. La manière la plus courante qu'on voit, c'est qu'on va déployer une version 1, et puis quand on va avoir une grosse breaking, on va déployer une autre application, une autre instance de l'application en version 2. Redondé ou pas, hein, c'est pas le sujet. Mais du coup, on doit maintenir 2 bases de code, parce qu'après, si on trouve des failles de sécu dans la 2, il faut la reporter sur la 1, et là, on commence à avoir des branches qui se multiplient. Ça doit rappeler des souvenirs. Et du coup, c'est assez... disons qu'on a peut-être mieux à faire dans notre vie, quoi. Alors, on va faire un peu d'ingénierie inversée sur Stripe. Stripe, ils ont toujours en production la dernière version de leur API. Et mettons qu'on va l'appeler la version 3. Donc en production, Stripe, ils ont la version 3 de leur API parce que c'est la dernière version qu'ils ont. Pour autant, ils sont capables de supporter des requêtes de version jusqu'à 2012. Mettons la version 2 étant celle de 2012. Donc mon client fait une requête authentifiée sur l'API de Stripe. Stripe va contacter son IAM en lui passant l'access token pour que l'IAM authentifie cet access token, est-ce qu'elle a été révoquée ou pas, etc. Récupère des informations concernant le client, quel est l'applicatif qui a fait cette requête-là, etc. Et là, ils font quelque chose de particulier. Ils contactent une sorte de data store, une sorte de base de données, qui contient un état, qui va dire, pour ce client-là, donne-moi la version qu'il souhaite. Donc là, c'est assez intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il n'a même pas besoin de préciser de numéro de version. En fait, les clés d'authentification qu'il a reçues sont déjà liées à un numéro de version. On peut le préciser de manière explicite, mais ça fonctionne de manière implicite par défaut. Et là, ils vont faire quelque chose de très intéressant. Donc, on est sur Stripe, la version en prod et la version 3, et moi, en tant que client, j'ai fait une requête en version 2. Donc, ce qu'ils font comme les migrations en SQL, ça doit rappeler de bons souvenirs, on passe la requête de la version 2 à la version 3. Ils ont du code qui transforme la version 2 à la version 3. Ensuite, ils ont leur handler qui est en version 3, donc ils exécutent la requête. Et ensuite, la réponse, on a des migrations down qui transforment de version 3 en version 2. Et là, c'est simplifié, mais vous imaginez qu'il y a énormément de versions intermédiaires. Et donc, mon client reçoit sa réponse en format 2. Donc là, vous vous dites, il est en train de tout inventer. Et en fait, non. En 2017, ils ont fait un article sur leur blog très détaillé qui explique comment... donc là, c'est un extrait de leur code. Ils ont ce fichier-là, qui est en Ruby, qui exprime toutes les transformations qu'ils ont fait sur leur API. C'est extrêmement puissant parce que le code, on le sait, c'est la source de vérité, c'est nos spécifications de notre application, de notre API. Et donc grâce à ça, ils sont capables de générer à la fois la documentation et le changelog associé. Parce que dans le type change, on va pouvoir dire est-ce que c'est une breaking, etc. C'est extrêmement puissant. Donc ça, c'est comment ils gèrent le versionning. Donc c'est bon, le sujet du versionning, c'est résolu. Et
Ils expriment aussi, donc ça c'est vraiment quand on a un niveau d'équipe assez avancé, ils vont même exprimer c'est quoi être backward compatible. Donc là dans leur doc, ils vous expliquent que l'ajout d'une nouvelle propriété sur une ressource, ils considèrent ça comme étant backward compatible. Ce qu'on ne doit pas considérer nous comme étant normal. Parce que par exemple, on peut être sur un langage, je vais prendre l'exemple de Rust, on peut mettre son parseur en mode strict. Si je reçois un nouvel attribut, mon application pète. Et ça peut être bien comme ça peut être pas bien en fait. Et on a besoin d'exprimer ça vis-à-vis du consommateur. Le pire qu'on puisse faire, c'est avoir des préconceptions sur ce qu'il va penser. Donc on doit l'exprimer. Donc là ici, il l'exprime. Mais encore mieux, plutôt que le documenter, ce qui est encore mieux, c'est de s'en assurer. Alors pour s'assurer de la compatibilité, Application Programming Interface, on a la notion d'interface. Un interface, c'est un sous-ensemble des contrats. Les contrats, c'est une notion forte en informatique. Ce qu'on va vouloir, c'est tester des contrats. Mais quand on dit tester des contrats, c'est pas forcément écrire du code. Alors Twitter a publié il y a au moins 4 ans, en open source, cet outil-là qu'ils ont développé et qu'ils utilisent, qui s'appelle Diffie. Donc là, imaginons qu'on est sur staging. Vous avez du GoReplay qui fait une réplication de votre trafic de production sur votre environnement de staging. Ils n'ont pas forcément du GoReplay, c'est un exemple. Et vous avez le proxy. Donc ce qu'on voit le proxy, ça fait partie de Diffie, qui ne va pas dupliquer, mais tripliquer la requête entre votre version 1.0 qui se trouve en production de votre API et votre nouvelle version que vous voulez envoyer en production, la version 1.1. Et ce qui se passe, c'est qu'il va faire une distinction déjà, il va récupérer les retours de ces 3 requêtes-là et comparer pour les versions 1.0, s'il y a eu des différences. Par exemple, des timestamps qui auraient été retournés, il va enlever ce bruit-là. Et puis, il va faire une comparaison entre la version 1.0, le retour de la version 1.0 et le retour de la 1.1, pour voir s'il y a des champs qui ont été ajoutés et plutôt s'il y a des champs qui ont été supprimés ou renommés, où il y a des types de valeurs qui ont changé. On est passé au hasard d'une chaîne de caractères à nul. Et à la fin, il va filtrer les différences. Et juste avec ça, ils ont été capables de détecter énormément de régressions, sans code. Donc l'objectif ici, c'est de montrer qu'avec cette approche-là, peu importe l'API, de la manière dont elle est codée, on peut reprendre cette approche-là et l'appliquer dans le protocole sur lequel on est en train de travailler. Et bien entendu, après, on a l'approche traditionnelle, on met le back-end dans un état connu, on modifie cet état-là, et ensuite on vérifie si le nouvel état est ce qu'on attendait. Alors bien sûr, quand on fait une API, à 90% du temps, c'est pour faire de la persistance. On est encore, notre industrie est encore dans un monde où on transforme des processus humains dans la machine. Et du coup, on doit traiter de la donnée. Et qui dit traiter de la donnée dit pagination, search, ordonnancement, filtrage, etc. Selection, expansion. Alors, je ne vais pas rentrer là-dessus dans le détail, il y a 40 minutes sur le sujet. Par contre, il y a un point qui va m'intéresser, c'est la partie pagination. On entend souvent, quand on dit tiens, ça serait bien d'avoir de la pagination, ce qu'on dit souvent, c'est oui, mais en fait, je verrai ça plus tard. Alors, il y en a qui ont déjà rigolé parce qu'ils ont compris le truc du bout. Le cas habituel, c'est... qui a compris la vanne, en fait? Ça sera peut-être plus simple. Ouais, c'est bon. Il y en a qui ont compris. Pour les autres, on va expliquer. En fait, quand vous êtes sur votre machine en train de développer votre API, vous avez votre base de données de test. Par exemple, mettons qu'il y a 100 lignes. Et donc, votre API, elle retourne ces 100 lignes-là. Et mettons que ces lignes, c'est des utilisateurs. Elle retourne sans utilisateurs. On envoie ça en pré-production. En pré-production, il y a 1000 lignes. Vous testez l'API, ça marche, YOLO. On envoie ça en prod. Et en prod, il y en avait 2000, mais ça marche aussi. Bon. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, en production, on va continuer à ajouter des utilisateurs. Donc cette requête-là va prendre de plus en plus de temps à être exécutée. Pour peu que vous fassiez des traitements supplémentaires, ça peut être problématique. Et ça, en fait, c'est parce qu'on n'a pas mis de la pagination en place dès le début. Et la majorité du temps, c'est du Murphy, quoi. Ça arrive à tous les coups. Et en fait, la pagination, c'est qu'un impact, c'est qu'une conséquence de ce principe-là, de tout limiter dans l'espace et dans le temps. Quand on développe une API, on va vouloir tout limiter dans l'espace. Donc dans l'espace, par exemple, c'est qu'est-ce que mon API peut prendre comme entrée, et chaque champ de mon entrée doit être limité dans l'espace. Dans l'espace, c'est quelle taille de caractère va pouvoir faire ma chaîne de caractères, quelle taille de fichier, etc. Et dans le temps, c'est au bout de combien de temps je considère que le traitement, il faut que je l'annule, il faut que j'arrête. Ça peut être quand je contacte d'autres API aussi, toute la notion de timeout, de requête, de mise en place de timeout sur des requêtes sur le réseau, que ça soit vers une base de données ou vers une API distante, eh bien ça aussi, c'est le respect de ce principe-là. Donc on n'a pas besoin de connaître tout ça, il faut juste appliquer ça.
Et donc, ce qu'on entend souvent, c'est ah ouais, mais la mise en place de la pagination, c'est lourd à faire. Si c'est lourd à faire, c'est que le niveau d'abstraction dans le framework qu'on utilise, le langage qu'on utilise, n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire plein de choses à chaque fois au même endroit. Si à un seul endroit de notre système ou de notre code, on est capable de gérer la pagination, pour tout ce qui est la notion de collection, là on a résolu le sujet. Et donc, il y a plein de frameworks où on gère la pagination à un seul endroit. Bon, après, un cas classique, c'est qu'on va vouloir aussi séparer sur une API la notion d'état et de logique. Notre API, on va plutôt vouloir qu'elle gère la logique, et l'état, on va vouloir l'externaliser. Et un autre effet qui se coule, c'est de considérer la donnée comme étant immutable. En fait, si on regarde comment on fonctionne dans l'univers, on n'est que dans une transformation de mutation. Tout se transforme, rien ne se perd, on connaît tout ça. Sauf que nous, ce qui nous intéresse aussi en informatique, c'est de garder les transformations successives. Donc là, la présentation précédente sur OVH Metrics, c'était exactement le sujet. On va vouloir garder cette transformation successive. Et du coup, le fait de stocker la donnée de manière immutable va nous permettre d'avoir un historique. Et on a des effets qui se coulent, c'est qu'on parlait d'auditabilité. Là, je sais exactement ce qui s'est passé sur mon applicatif, même juste pour du troubleshooting en prod. Mais je peux aussi revenir en arrière, ou proposer à mes utilisateurs de revenir en arrière. Et c'était un sujet avant de pouvoir stocker de la donnée de manière immutable, mais là, on est en 2019, on a de la chance, et c'est plus tellement un sujet de pouvoir... on n'a pas des problématiques de stockage. Ça a un peu disparu. Pareil, pour stocker des fichiers, on va vouloir mettre ça dans de l'object storage. Bon, là, rien de nouveau. Qui a déjà mis en place une API multitenant? Ok, donc environ 20%. Et mettons qu'on doive développer une API pour DevFest Toulouse. Donc on a une API, une base, c'est une API CRUD. Et puis, comme on est des bons boy scouts, on se connecte sur l'IAM, parce que cette API doit être authentifiée. Et puis, je rajoute une contrainte qui est de dire pour chaque speaker, pour afficher ces différents talks, on doit aussi afficher ses derniers tweets. Donc il va falloir se connecter à Twitter. Donc ce qu'on va faire dans ces cas-là, on va aller sur le portail développeur Twitter, on va se créer des accès, on récupère ces accès, on les met dans notre API Talks, alors on ne les met pas dans le code source, on est d'accord, hein, on met ça dans des Vardans, on fait ça bien. Et on est content. En dev, on exécute nos tests, ça marche. Donc on retourne une liste de speakers, et pour chaque speaker, ses derniers tweets. Super. On arrive en staging, on se connecte sur l'IAM de staging, et puis par contre sur Twitter on se dit ah ouais mais là non en fait, je ne vais pas me connecter avec les mêmes clés d'authentification pour mon app de dev sur Twitter, je vais en créer une autre, parce que si je pète mon app de dev sur Twitter, je sais pas, j'atteins le rate limit ou ce genre de choses, je vais bloquer mon environnement de staging. Donc on crée une deuxième app, on a d'autres tokens, on injecte ça toujours de la même manière en Vardan, ça se passe bien, super. Là on arrive en prod, on déconne plus, on se connecte sur l'IAM de production. Et de la même manière, avec la même réflexion, on se dit, bah non, sur Twitter, je vais me faire aussi une app de prod. Parce que si j'ai quelqu'un qui est en train de resetter sur l'environnement de staging et qui me fait tout planter, qui me bloque mon app de staging, ça ne doit pas impacter ma production. Donc on crée une troisième app, on a d'autres tokens, et on configure notre app comme ça. Et là, si on s'arrête une seconde, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on regarde Twitter comme étant une équipe parmi d'autres, et que l'équipe IAM, c'est une équipe parmi d'autres, et que l'équipe Talks, même si j'étais tout seul, c'est une équipe parmi d'autres, eh bien, ce qu'on voit, c'est que chez Twitter, on tape uniquement sur l'environnement de production, mais sur l'IAM, on s'amuse à taper sur l'environnement de staging. Et en fait, on voit qu'on a cette dichotomie en informatique où on a toujours une notion de privé et de public. Et la production, c'est le seul environnement public, en fait, qui doit sortir d'une équipe. Peu importe l'équipe se trouve au sein de l'organisation ou en dehors de l'organisation. Donc l'environnement IAM de staging, c'est leur environnement privé. J'ai rien à faire là-bas. Du coup, mes liens qui pointent sur staging, il va falloir que je les envoie sur la prod. Mais je ne veux pas avoir les mêmes données de prod. Je veux pas sur staging, je veux pouvoir créer des utilisateurs de test. La bonne nouvelle, c'est que sur un IAM, on a cette possibilité-là. Donc oui, effectivement, ce qu'on voit quand on développe des API, les API, c'est aussi ce qui peut nous rendre autonomes au sein d'une organisation. Et donc on va vouloir pointer sur la production des autres. Si on ne pointe pas sur la production des autres, on pointe sur leur environnement privé. Et vous savez ce que ça fait quand on essaie de taper sur des choses privées en informatique. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que dans l'IAM, on a cette notion de royaume. Donc les royaumes, c'est comme les bases de données, les schémas de bases de données. Je peux en faire autant que je veux. Et là, un royaume va contenir mes utilisateurs, mes applicatifs, etc. Donc là, je fais 3 royaumes, je reconfigure ça. Et je fais pointer staging et dev dessus.
Maintenant, la question qui se pose, c'est mon API Talks, est-ce qu'elle a aussi cette notion-là? On voit que Twitter, ils ont une notion d'app, que l'identifiant, l'IM a une notion de royaume, et mon API n'a pas cette notion-là. Donc d'autres services qui voudraient taper dessus, en fait, ils vont tous pointer sur ma prod sans avoir la capacité de créer des données de test. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il faut, dès la partie design de cette API-là, je vais devoir imaginer des primitives. Donc une primitive, ça peut être, on a vu les royaumes, des apps, ou des workspaces. Pour ceux qui utilisent Postman, il y a une notion de workspace, mais qu'on retrouve à d'autres endroits. C'est aussi cette logique-là. Je peux créer des workspaces. Il y a un workspace qui va être de prod, et puis d'autres workspaces qui sont créés pour chaque équipe, ou une notion d'organisation ou de site. Et grâce à ça, dès le début, l'entreprise n'est qu'un client de mon API, et ça me permet aussi de garantir l'autonomie de mes équipes. Alors, apparemment, il a dit ça, donc une entreprise, c'est une plateforme, et tout ce que je vais faire à l'intérieur, je vais pouvoir le commercialiser à l'extérieur. Et le fait de la considérer comme étant un utilisateur de mon API parmi d'autres va me permettre de garantir l'autonomie de mes équipes, et donc d'avoir de la productivité. Et notamment, je vais pouvoir utiliser l'IM pour ça. Donc deux grandes questions qui arrivent à chaque fois, c'est comment est-ce qu'on gère les tests end-to-end, les tests système, et comment on gère les tests de perf. On n'a pas trop de temps là, du coup, est-ce que je vois la réponse se trouve, et ça marche à l'échelle de 1200 ingénieurs chez Uber, mais ça marche aussi dans des petits systèmes informatiques où on est 250. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cloisonnement comme ça, les tests end-to-end et les tests système, ça met les bonnes contraintes au bon moment. C'est-à-dire que j'ai pas envie que ça soit un script qui soit au collège et qui utilise des lambdas pour faire des tests de perf sur ma prod. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt que ça soit l'équipe du coin qui commence à taper sur ma prod et que je le vois et que je mette en place ce dont j'ai besoin. Si j'ai pas mis en place de rate limiting ou quota, j'ai pas fait mon job, et donc c'est à moi de le mettre en place. Alors voilà, on disait tout limiter dans l'espace et dans le temps. Quand on fait des appels à travers le réseau, il y a forcément la mise en place de timeout. Si j'ai des timeouts, ça veut dire qu'ils peuvent arriver, ça veut dire que je vais avoir des exceptions qu'il va falloir que je gère. Donc la mise en place de retries. Et il y a peut-être aussi la mise en place d'un scénario B, donc des circuit breakers, etc. Donc tout ça, ça devient explicite dès qu'on considère ce principe-là, lors de l'écriture d'une API. Donc après, on a les tests. Bon, très bien. On parlait de rate limiting. Toujours dans le respect de ce principe-là, je vais vouloir limiter le nombre au maximum de requêtes qui peuvent être faites en parallèle sur mon app. Je vais vouloir mettre en place des quotas. Alors les quotas, c'est assez intéressant parce qu'il faut être suffisamment gros pour avoir une brique dans son SI pour mettre ça en place. On n'a pas encore de briques, en tout cas j'en connais peu, qui permettent d'avoir une vraie industrialisation autour des quotas sur une API. Alors je passe un peu plus vite. Hop. On va passer là-dessus. Et je termine là-dessus. Hop. Super. Du coup, après, il y a la partie déploiement de notre API. Au début, on avait le restart deployment. Ensuite, on a eu le blue-green deployment. Alors, le blue-green deployment, c'est du restart deployment. C'est tout, en fait. C'est du restart deployment. Donc, rien ne changeait. Super. Pas d'impact. Par contre, dès qu'on a vu les passes arriver ou les conteneurs as a service arriver, là, ça a changé. Parce qu'on pouvait avoir, comme on faisait du rolling update, plusieurs versions de mon applicatif qui étaient en même temps, qui recevaient des requêtes. Et donc, on devait gérer, donc c'est l'approche en 3 commits dans notre déploiement. Et maintenant, on a alors ça, c'est ce qu'on a à date comme meilleure approche, le dark launch. Donc, je copie du trafic de prod, je l'envoie sur mon app, je regarde comment elle se comporte. Et ensuite du canarying, donc là j'envoie un sous-ensemble du trafic de prod sur cette app-là qui est déployée dans l'environnement de production et je regarde comment elle réagit. Et en plus de ça, le rolling update. Et maintenant, ça commence à devenir une commodité parce qu'on a ces différents outils et d'autres qui nous permettent de faire ça. Une fois qu'on arrive en production, il va falloir s'assurer aussi de l'aspect monétaire de ce qu'on a déployé. Et il y a encore plein d'autres métriques à surveiller. Donc si vous les voulez, c'est le lien en bas à droite. C'est toujours à jour et j'espère pouvoir le mettre sur GitHub aussi assez rapidement. Merci. Et si vous voulez parler, je serai juste à côté.